Bonjour et bienvenue à electricairmobility.news, notre chaîne YouTube où on explique tout ce qui est ce que l'on appelle en anglais AAM, Advanced Air Mobility, ou je pense en Europe vous appelez ça plutôt mobilité aérienne innovatrice. Et aujourd'hui on va vous parler de la feuille de route pragmatique pour une mobilité aérienne innovatrice intelligente. Alors, bonjour à tout le monde. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nicolas Zart et je fais partie de l'industrie de la mobilité électrique depuis presque une vingtaine d'années, où j'ai commencé à travailler d'abord avec les voitures électriques, mais aussi avec leur énergie renouvelable et naturelle. Et puis en 2014, j'ai changé, j'ai bifurqué complètement sur ce que l'on appelle maintenant AAM ou AAM, la mobilité aérienne innovatrice. Mais tout d'abord, je voulais un peu vous expliquer comment cette mobilité aérienne a évolué pendant les 30 dernières années. Et oui, c'est aussi vieux que ça, mais surtout pour vous montrer à quel point on est parti, un peu comme toute industrie du reste, sur un plan conceptuel, un plan un peu rêveur, à une réalité beaucoup plus pragmatique aujourd'hui. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien entendu, j'ai fondé la compagnie Electric Air Mobility. Oui, je l'ai bien fait pour une fois. Et c'est une compagnie où nous sommes plusieurs consultants, du domaine de l'aviation et puis pour moi du domaine de la mobilité électrique. Et nous offrons des solutions pour tout aéroport, tout héliport, toute municipalité et ville qui voudrait se lancer dans ce qui est ce que l'on appelle maintenant AAM. Et donc, c'est vraiment tout par rapport à construire un vertiport, l'infrastructure d'un vertiport, quelle est l'énergie dont on a besoin, électricité, bornes de recharge, stockage, mais aussi hydrogène, et puis bien entendu tout ce qui est carburant d'aviation nouveau et soutenable. Donc ça veut dire aussi les pistes d'atterrissage, on parle de e-stall port en anglais, donc les pistes pour les avions à atterrissage, des décollages très courts, mais aussi pour les eVTOL. Et bien entendu, cela veut dire comment seront les terminaux pour ces vertiports, parce qu'ils seront différents de ceux dont on a l'habitude dans les aéroports, voire même les héliports. Et bien entendu, comment est-ce qu'on va faire pour intégrer tout ce trafic aérien, qui soit autonome, qui soit d'eVTOL ou qui soit d'aviation normale ou d'aviation commerciale. Tout ça, c'est ce que l'on fait et nous travaillons avec des compagnies très bien établies dans le monde de l'aviation et aussi des startups très innovatives dont certaines sont en France et en Suisse et voire même en Belgique et au Canada aussi au fait. Donc tous les pays francophones, enfin presque tous les pays francophones se sont mis au rendez-vous ici. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de cette page un peu de cette feuille de route qui nous donne un peu une meilleure idée de ce qui se passe dans le monde de l'aviation aérienne innovatrice. Voilà. Alors jusqu'à les années 2015-2017, on parlait de ce qu'on appelle Urban Air Mobility, UAM, ou la mobilité urbaine de l'air. Et puis on parlait surtout d'eVTOL, mais enfin c'était les deux termes que l'on utilisait. Et en général, on parlait de ce que maintenant j'appelle moi-même aussi Electric Air Mobility, donc la mobilité aérienne électrique. À cette époque-là, on parlait surtout d'aller comment on appelle, en haut de building jusqu'à un autre haut de building. C'est-à-dire, si vous êtes dans la région parisienne, ou à Bruxelles, ou à Zurich, ou à Genève, on parlait vraiment d'aller d'un bâtiment à un autre bâtiment à l'intérieur, au sein d'une ville. Et bien entendu, de nos jours, la technologie n'a non seulement beaucoup mûri, mais on pense déjà à pouvoir faire beaucoup plus, beaucoup mieux, voire même inclure une mobilité régionale, c'est-à-dire d'aller même jusque dans d'autres pays, surtout vous, en Europe, où vous êtes quand même relativement proches les uns de l'autre pour nous. Tout dépend de la proximité du Mexique ou du Canada aux États-Unis. Alors, une chose à faire, c'est un peu la parallèle avec les voitures électriques, là où j'ai commencé franchement toute mon éducation professionnelle. Et tout a commencé vraiment dans la fin des années 90, en tout cas aux États-Unis. Et au sein de cette révolution, il y a une compagnie extraordinaire qui s'appelle AC Propulsion. Et ils sont à Burbank, en Californie. Et ils ont inventé un petit roadster électrique qui s'appelait le T0. Il y en avait trois prototypes, c'est tout ce qui s'est passé. Mais ça a été la motivation pour Martin Eberhard et puis Ian Wright pour fonder Tesla.
Et oui, Tesla n'a pas été fondé par Elon Musk, au contraire, Elon Musk est arrivé beaucoup plus tard et a enlevé tout le monde pour s'y mettre bien ancré après ça. Mais ça donnait aussi l'idée du Roadster, qui était bien entendu l'idée de Eberhard et de Wright, et qui a été franchement la deuxième voiture électrique que j'ai conduite et qui m'a ébloui au plus. Ce qui a été aussi très intéressant, c'est que dans les années 90, donc bien avant Tesla, enfin quelques années, 5 ans avant Tesla, il y avait 4 compagnies que l'on connaît très bien, Honda, Toyota, GM et Chrysler, pardon, et Ford, Chrysler un peu plus tard, Ford qui travaillait sur des concepts de voitures hybrides et voitures électriques. Alors peut-être vous le savez ou pas, mais Honda était la première compagnie à sortir une voiture hybride, la Insight, qui a été suivie 6 mois après par Toyota avec son Prius. Ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que ce n'étaient pas des projets sanctifiés par Honda et Toyota, bien au contraire, c'était des projets après les heures de travail, avec les ingénieurs qui travaillaient sur comment rendre les moteurs thermiques plus efficaces. La solution était simple, de prendre des démarreurs beaucoup plus gros qui pouvaient travailler à aider le moteur thermique à faire bouger la voiture, c'est-à-dire au démarrage là où il est le moins efficace. Et ça donnait naissance à la Prius, ça donnait naissance à le Insight. Et entre-temps, Toyota commençait un peu à réfléchir à la voiture électrique, mais GM et Ford travaillaient déjà dessus. Donc GM avait une voiture qui s'appelait le EV1, qui a été une voiture extraordinaire, je connais pas mal de personnes qui l'avaient. Et puis Ford avait son pick-up truck Ranger qu'ils avaient converti à l'électricité. Malheureusement, et bien malheureusement, ils ont enlevé ces voitures de leurs mains à toutes ces personnes qui les conduisaient, malgré une opposition farouche, et les ont écrasées devant leurs yeux, ce qui a donné naissance au film Who Killed the Electric Car, qui a tué la voiture électrique. C'est bien à voir parce que ça vous donne un bon contexte de démarrage. Alors, après tout ça, il y a un renouvellement, mais pas vraiment. Toyota traîne les pieds, ne veut pas nous donner des voitures hybrides rechargeables, alors qu'on insistait, qu'on demandait depuis longtemps. Bon, ça, c'était aussi parce que toutes les compagnies japonaises avaient été ordonnées de travailler sur l'hydrogène et non sur l'électricité. Du reste, j'avais conduit la Insight hydrogène, oh mon Dieu, la Clarity. Et bon, c'était très intéressant, mais malheureusement, en tout ce qui est infrastructure hydrogène pour voiture, c'est un grand problème. Et c'est un problème qu'on a beaucoup moins en aviation, assez paradoxalement. Voilà, donc on va aller un peu plus vite. En 2008, toutes ces compagnies se retrouvent sans rien, nous sortent des projets tout d'un coup de nulle part. Et bon, tout se passe relativement bien avec des hauts et des bas. Mais malheureusement, on fait quand même une grosse faute. On se focalise sur les véhicules électriques et pas assez sur l'infrastructure. Alors que nous, experts, on disait toujours, attention, il faut créer le réseau de charge électrique, le réseau de bornes électriques et aussi du stockage électrique. Alors ça, on ne l'a pas fait, mais les compagnies automobiles ont bien compris ça plus tard, surtout Tesla, et ça s'est arrivé petit à petit. Enfin bref, en 2014, quelque chose commence à se passer, et c'est là où j'ai bifurqué des voitures électriques à l'aviation électrique. Alors, un petit truc très intéressant à se rappeler, si vous vous rappelez, c'est le PDG et président de Embraer à l'époque, Paulo César de Souza y Silva, avait offert une vision prophétique de ce que l'on appelle AAM, et cela il y a une décennie. Hein, et il disait, il faut des eVTOL légers, fabriqués en série, capable de voler 15 à 20 minutes et qui coûterait entre 400 000 $, enfin pas plus de un demi-million de dollars. Très prophétique parce que de nos jours, c'est ce que l'on cherche à faire. Et bien entendu, le plus on les produit en série, le moins cher ils seront, bien entendu. Mais Airbus déjà volait avec des prototypes électriques dès 2007, avec notamment le Cri-Cri, alors vous pouvez regarder à voir ça, avec Jean Botti qui était à l'époque le CTO de la compagnie et qui est maintenant à la tête de Volta Aero. Et en 2017, Airbus a pu faire voler son E-Fan électrique, qui était un avion de 20 pieds qui pesait 1300 livres et qui était piloté par Didier Etienne, qui est maintenant avec Volta Aero, bien entendu. Et ils ont volé de Leeds en Angleterre jusqu'au
jusqu'à Calais en France. Alors ça a vraiment mis en place le mot, ça montre à tout le monde que la technologie était prête et que maintenant on était prêt à partir. Mais alors le grand coup de pouce, ça a été Uber. Et Uber Elevate nous a donné une fondation sur comment on pouvait imaginer ce monde de voyager avec des eVTOL. Voilà. Alors, tout a mûri d'une façon assez extraordinaire, c'est-à-dire on a vu un peu cette idée, peut-être un peu de rêveur, de doux rêveur, d'aller de bâtiment en bâtiment à l'intérieur d'une ville, jusqu'à quelque chose d'un peu plus mûr, un peu plus reposé, c'est-à-dire comment aller d'un aéroport à soit chez soi, soit au sein de la ville, dans la vieille ville, ou dans d'autres endroits industriels, etc., etc. Alors une chose que vous peut-être ne savez pas, c'est que depuis à peu près 4 années, nous les vétérans, enfin les experts dans l'industrie, on se dit tous c'est un peu ridicule de tout miser sur les eVTOL, parce que les eSTOL, eux, ont une bien meilleure chance d'être certifiés bien avant les eVTOL. Alors, qu'est-ce qu'un eSTOL? Un eSTOL, c'est très simple, c'est un Short Takeoff and Landing Aircraft, c'est-à-dire un avion à décollage très rapide et atterrissage très court. Et donc, enfin, décollage très court et atterrissage très court. Et alors, donc, il y a des très bonnes courses d'aviation avec ce qu'on appelle les stalls. Et un e-stall, c'est simplement un stall électrique. Alors, la compagnie à voir, bien entendu, c'est Electra.aero, qui nous a montré son avion de démonstration qui a décollé en moins de 135 pieds et a atterri en beaucoup moins. Je ne peux pas vous dire la distance exacte, mais ça m'a fait vraiment ouvrir mes yeux comme ça. Et donc, petit à petit, on voit que de plus en plus, ça serait beaucoup plus simple pour l'EASA en France, en Europe, et FAA aux États-Unis, bien entendu, tous les groupes qui vont certifier notre aviation aérienne, de certifier un avion avec des ailes, même s'il y a une batterie, et ce qu'on appelle un Battery Management System, donc un système qui s'occupe d'optimiser la batterie, des contrôleurs et des moteurs électriques, bien entendu. Et on voit aussi depuis longtemps que, en fait, comme les voitures électriques du reste, tout va commencer par cargo. En effet, les voitures électriques ont commencé par être adoptées par les opérateurs de fleet, donc les opérateurs qui avaient plusieurs voitures et qui conduisaient 40, 60, peut-être même 100 km dans la journée. Donc on savait que tous les jours ils faisaient ça et tous les soirs ils rechargeaient. Et on a eu des très bonnes données comme ça. La même chose va arriver, bien entendu, pour l'aviation aérienne. Et où j'habite ici spécifiquement, il y a beaucoup de dépôts qui se sont construits. Et je vois tous ces dépôts en me disant il y a au moins 1000 pieds pour faire une jolie piste d'atterrissage où on peut faire atterrir 1 à 2 e-stalls, voire même 2 à 6 eVTOL en même temps un peu plus tard. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de chance. Et vous voyez comme l'industrie a mûri. Mais peut-être ce qui était aussi intéressant, c'est que l'industrie de l'aviation électrique est beaucoup plus vieille que ce que vous imaginez, beaucoup plus vieille que 2014. Et il faut aller chercher en Slovénie une petite compagnie à l'époque qui s'appelle Pipistrel, qui fait maintenant partie du groupe Textron ou e-Textron, et qui avait déjà commencé à électrifier oh mince, comment on appelle le vol à, pas le vol à voile, oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire, les avions sans hélice, les planeurs, voilà, qui avaient électrifié leurs planeurs. Et j'ai beaucoup parlé longuement avec Ivo Boscarel et qui a été vraiment une lumière dans le milieu. Il est vraiment le AC Propulsion de l'industrie de l'aviation, donc c'est vraiment à voir. Vous pouvez voir mes anciens articles sur Clean Technica et puis bien entendu j'ai mis quelques autres articles à lire. Malheureusement, ils sont en anglais, mais avec DeepL, vous allez pouvoir traduire tout ça si vous ne maîtrisez pas très très bien l'anglais. Voilà donc à peu près tout pour tout ce qui est l'aviation électrique immobilière, surtout pour immobilière, de mobilité aérienne, mais surtout si vous voulez un peu comprendre d'où on est parlé, on a commencé, eh ben dis donc ce matin c'était un peu dur, hein. C'est un peu comme tout dans la vie, hein. Je vais vous montrer un truc pour vous essayer de vous expliquer, mais ce petit téléphone, je peux maintenant l'avoir pour une 50aine d'euros, mais si les militaires, si les personnes très aisées n'avaient pas pu accéder à ça à question de 10 000 euros par pièce, nous n'aurions pas ça aujourd'hui pour 50 euros. Et donc, quand j'entends, oui, la mobilité aérienne électrique, c'est un jouet pour les riches, non, pas vraiment. Bien entendu, comme tout au début, comme l'ordinateur sur lequel vous peut-être regardez ça, comme le téléphone sur lequel vous peut-être regardez ça,
Tout commence par ça. Et heureusement, je suis content qu'ils soient là parce que sans eux, on payerait excessivement cher pour une technologie que l'on utilise aujourd'hui sans y réfléchir. Voilà tout. Je m'appelle Nicolas Zard, je suis le fondateur de Electric Air Mobility, une compagnie de consultants pour infrastructure en vertiport. Et nous sommes heureux d'entendre vos questions. S'il vous plaît, donnez-nous un petit coup de pouce sur cette chaîne. Partagez la chaîne, mettez vos commentaires, je serai très intéressé à savoir ce que vous pensez. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt encore. Merci, au revoir.